Chapitre 6 L'hospice. On se souvient que Fleur de Marie, sauvée par la louve, avait été transportée non loin de l'île du Ravageur, dans la maison de campagne du docteur Griffon, l'un des médecins de l'hospice civil où nous conduirons le lecteur. Ce savant docteur, qui avait obtenu par de hautes protections un service dans cet hôpital, regardait ces salles comme une espèce de lieu d'essai où il expérimentait sur les pauvres les traitements qu'il appliquait ensuite à ses riches clients, ne hasardant jamais sur ceux-ci un nouveau moyen curatif, avant d'en avoir ainsi plusieurs fois tenté et répété l'application in anima vili, comme il le disait avec cette sorte de barbarie naïve, où peut conduire la passion aveugle de l'art et surtout l'habitude et la puissance d'exercer, sans crainte et sans contrôle, sur une créature de Dieu, toutes les capricieuses tentatives, toutes les savantes fantaisies d'un esprit inventeur. Ainsi, par exemple, le docteur voulait-il s'assurer de l'effet comparatif d'une médication nouvelle assez hasardée, afin de pouvoir déduire des conséquences favorables à tel ou tel système. Il prenait un certain nombre de malades, traitait ceux-ci selon la nouvelle méthode, ceux-là par l'ancienne. Dans quelques circonstances, abandonnait les autres aux seules forces de la nature, après quoi il comptait les survivants. Ces terribles expériences étaient, à bien dire, un sacrifice humain fait sur l'autel de la science. Le docteur Griffon n'y songeait même pas. Aux yeux de ce prince de la science, comme on dit de nos jours, les malades de son hôpital n'étaient que de la matière à étude, à expérimentation. Et comme, après tout, il résultait parfois de ces essais un fait utile ou une découverte acquise à la science, le docteur se montrait aussi ingénument satisfait et triomphant qu'un général après une victoire assez coûteuse en soldats. L'homéopathie, lors de son apparition, n'avait pas eu d'adversaire plus acharné que le docteur Griffon. Il traitait cette méthode d'absurde, de funeste, d'homicide. Aussi, fort de sa conviction, et voulant mettre les homéopathes, comme on dit, au pied du mur, il aurait voulu leur offrir, avec une loyauté chevaleresque, un certain nombre de malades sur lesquels l'homéopathie instrumenterait à son gré, sûr d'avance que de 20 malades soumis à ce traitement, 5 au plus survivraient. Mais la lettre de l'Académie de médecine, qui refusait les expériences provoquées par le ministère lui-même sur la demande de la Société de médecine homéopathique, réprima cet excès de zèle et, par esprit de corps, il ne voulut pas faire de son autorité privée ce que ses supérieurs hiérarchiques avaient repoussé. Seulement il continua, avec la même inconséquence que ses collègues, à déclarer à la fois les doses homéopathiques sans aucune action et très dangereuses, sans réfléchir que ce qui est inerte ne peut en même temps être venimeux. Mais les préjugés des savants ne sont pas moins tenaces que ceux du vulgaire, et il fallut bien des années avant qu'un médecin consciencieux osât expérimenter dans un hôpital de Paris la médecine des petites doses et sauver, avec des globules, des centaines de pneumoniques que la saignée eût envoyées dans l'autre monde. Quant au docteur Griffon, qui déclarait si cavalièrement homicide les millionièmes de grains, il continua d'ingurgiter sans pitié à ses patients l'iode, la strychnine et l'arsenic jusqu'aux limites extrêmes de la tolérance physiologique et, pour mieux dire, jusqu'à l'extinction de la vie. On eût stupéfié le docteur Griffon en lui disant, à propos de cette libre et autocratique disposition de ses sujets, un tel état de choses ferait regretter la barbarie de ces temps où les condamnés à mort étaient exposés à subir des opérations chirurgicales récemment découvertes, mais que l'on osait encore pratiquer sur le vivant. L'opération réussissait-elle, le condamné était gracié. Comparé à ce que vous faites, cette barbarie était de la charité, monsieur.
Après tout, on donnait ainsi une chance de vie à un misérable que le bourreau attendait, et l'on rendait possible une expérience peut-être utile au salut de tous. Les homéopathes que vous accablez de vos sarcasmes ont essayé préalablement sur eux-mêmes tous les médicaments dont ils se servent pour combattre les maladies. Plusieurs ont succombé dans ces essais noblement téméraires, mais leur mort doit être inscrite en lettres d'or dans le martyrologe de la science. N'est-ce pas de semblables expériences que vous devriez convier vos élèves? Mais leur indiquer la population d'un hôpital comme une ville matière destinée à la manipulation thérapeutique, comme une espèce de chair à canon destinée à supporter les premières bordées de la mitraille médicale, plus meurtrière que celle du canon, mais tentez vos aventureuses médications sur de malheureux artisans, dont l'hospice est le seul refuge lorsque la maladie les accable, mais essayez un traitement peut-être funeste sur des gens que la misère vous livre confiants et désarmés, à vous leur seul espoir, à vous qui ne répondez de leur vie qu'à Dieu. Savez-vous que cela saurait pousser l'amour de la science jusqu'à l'inhumanité, monsieur? Comment? Les classes pauvres peuplent déjà les ateliers, les champs, l'armée. De ce monde, elles ne connaissent que misère et privation, et lorsqu'à bout de fatigue et de souffrance, elles tombent exténuées et demi-mortes, la maladie même ne les préserverait pas d'une dernière et sacrilège exploitation? J'en appelle à votre cœur, monsieur. Cela ne serait-il pas injuste et cruel? Hélas, le docteur Griffon aurait été touché peut-être par ces paroles sévères, mais non convaincu. L'homme est fait de la sorte. Le capitaine s'habitue aussi à ne plus considérer ses soldats que comme des pions de ce jeu sanglant qu'on appelle une bataille. Et c'est parce que l'homme est ainsi fait que la société doit protection à ceux que le sort expose à subir la réaction de ses nécessités humaines. Or, le caractère du docteur Griffon, une fois admis, et on peut l'admettre sans trop d'hyperbole, la population de son hospice n'avait donc aucune garantie, aucun recours contre la barbarie scientifique de ses expériences, car il existe une fâcheuse lacune dans l'organisation des hôpitaux civils. Nous la signalons ici, puissions-nous être entendus. Les hôpitaux militaires sont chaque jour visités par un officier supérieur chargé d'accueillir les plaintes des soldats malades et d'y donner suite si elles lui semblent raisonnables. Cette surveillance contradictoire, complètement distincte de l'administration et du service de santé, est excellente. Elle a toujours produit les meilleurs résultats. Il est d'ailleurs impossible de voir des établissements mieux tenus que les hôpitaux militaires. Les soldats y sont soignés avec une douceur extrême et traités, nous dirions, presque avec une commisération respectueuse. Pourquoi une surveillance analogue à celle que les officiers supérieurs exercent dans les hôpitaux militaires n'est-elle pas exercée dans les hôpitaux civils par des hommes complètement indépendants de l'administration et du service de santé, par une commission choisie peut-être parmi les maires, leurs adjoints, parmi tous ceux enfin qui exercent les diverses charges de l'édilité parisienne, charges toujours si ardemment briguées. Les réclamations du pauvre, si elles étaient fondées, auraient ainsi un organe impartial, tandis que, nous le répétons, cet organe manque absolument. Il n'existe aucun contrôle contradictoire du service des hospices. Cela nous semble exorbitant. Ainsi, la porte des salles du docteur Griffon, une fois refermée sur un malade, ce dernier appartenait corps et âme à la science. Aucune oreille amie ou désintéressée ne pouvait entendre ses doléances. On lui disait nettement qu'étant admis à l'hospice par charité, il faisait désormais partie du domaine expérimental du docteur et que malade et maladie devaient servir de sujet d'étude, d'observation, d'analyse ou d'enseignement aux jeunes élèves qui suivaient assidûment la visite de M. Griffon. En effet,
Bientôt le sujet avait à répondre aux interrogatoires souvent les plus pénibles, les plus douloureux, et cela non pas seul à seul avec le médecin, qui, comme le prêtre, remplit un sacerdoce et a le droit de tout savoir, non, il lui fallait répondre à voix haute devant une foule avide et curieuse. Oui, dans ce pandémonium de la science, vieillard ou jeune homme, fille ou femme, était obligé d'abjurer tout sentiment de pudeur ou de honte et de faire les révélations les plus intimes, de se soumettre aux investigations matérielles les plus pénibles devant un nombre public, et presque toujours ces cruelles formalités aggravaient les maladies, et cela n'était ni humain ni juste. C'est parce que le pauvre entre à l'hospice au nom saint et sacré de la charité qu'il doit être traité avec compassion, avec respect, car le malheur a sa majesté. En lisant les lignes suivantes, on comprendra pourquoi nous les avons fait précéder de quelques réflexions. Rien de plus attristant que l'aspect nocturne de la vaste salle d'hôpital où nous introduirons le lecteur. Le long de ces grands murs sombres, percés çà et là de fenêtres grillagées comme celles des prisons, s'étendent 2 rangées de lits parallèles, vaguement éclairés par la lueur sépulcrale d'un réverbère suspendu au plafond. L'atmosphère est si nauséabonde, si lourde, que les nouveaux malades ne s'y acclimatent souvent pas sans danger. Ce surcroît de souffrance est une sorte de prime que tout nouvel arrivant paye inévitablement au sinistre séjour de l'hospice. Au bout de quelque temps, une certaine lividité morbide annonce que le malade a subi la première influence de ce milieu délétère et qu'il est, nous l'avons dit, acclimaté. L'air de cette salle immense est donc épais, fétide. Çà et là, le silence de la nuit est interrompu tantôt par des gémissements plaintifs, tantôt par de profonds soupirs arrachés par l'insomnie fébrile. Puis tout se tait, et l'on n'entend plus que le balancement monotone et régulier du pendule d'une grosse horloge qui sonne ces heures si longues pour la douleur qui veille. Une des extrémités de cette salle était presque plongée dans l'obscurité. Tout à coup, il se fit à cet endroit une sorte de tumulte et de bruit de pas précipités. Une porte s'ouvrit et se referma plusieurs fois. Une sœur de charité, dont on distinguait le vaste bonnet blanc et le vêtement noir à la clarté d'une lumière qu'elle portait, s'approcha d'un des derniers lits de la rangée de droite. Quelques-unes des malades, éveillées en sursaut, se levèrent sur leurs séants, attentives à ce qui se passait. Bientôt les 2 battants de la porte s'ouvrirent. Un prêtre entra portant un crucifix. Les 2 sœurs s'agenouillèrent. À la clarté de la lumière qui entourait ce lit d'une pâle auréole, tandis que les autres parties de la salle restaient dans l'ombre, on put voir l'aumônier de l'hospice se pencher vers la couche de misère en prononçant quelques paroles, dont le son affaibli se perdit dans le silence de la nuit. Au bout d'un quart d'heure, le prêtre souleva l'extrémité d'un drap dont il recouvrit complètement le chevet du lit. Puis il sortit. Une des sœurs, agenouillée, se releva, ferma les rideaux qui crièrent sur leurs tringles et se remit à prier auprès de sa compagne. Puis tout redevint silencieux. Un des malades venait de mourir. Parmi les femmes qui ne dormaient pas et qui avaient assisté à cette scène muette, se trouvaient 3 personnes dont le nom a déjà été prononcé dans le cours de cette histoire. Mademoiselle de Fermont, fille de la malheureuse veuve ruinée par la cupidité de Jacques Ferrand, la Lorraine, pauvre blanchisseuse, à qui Fleur de Marie avait autrefois donné le peu d'argent qui lui restait, et Jeanne Duport, sœur de Pique-Vinaigre, le conteur de la Force. Nous connaissons mademoiselle de Fermont et la sœur du conteur de la Force. Quant à la Lorraine, c'était une femme de 20 ans environ, d'une figure douce et régulière,
mais d'une pâleur et d'une maigreur extrême. Elle était phtisique au dernier degré. Il ne restait aucun espoir de la sauver. Elle le savait et s'éteignait lentement. La distance qui séparait les lits de ces deux femmes était assez petite pour qu'elles pussent causer à voix basse sans être entendues des sœurs. En voilà encore une qui s'en va, dit à mi-voix la Lorraine, en songeant à la morte et en se parlant à elle-même. Elle ne souffre plus. Elle est bien heureuse. Elle est bien heureuse si elle n'a pas d'enfant, ajouta Jeanne. Tiens, vous ne dormez pas, ma voisine, lui dit la Lorraine. Comment ça va-t-il pour votre première nuit ici? Hier soir, dès en entrant, on vous a fait coucher, et je n'ai pas osé ensuite vous parler. Je vous entendais sangloter. Oh oui, j'ai bien pleuré. Vous avez donc grand mal? Oui, mais je suis dur au mal, c'est de chagrin que je pleurais. Enfin, j'avais fini par m'endormir, je sommeillais, quand le bruit des portes m'a éveillé. Lorsque le prêtre est entré et que les bonnes sœurs se sont agenouillées, j'ai bien vu que c'était une femme qui se mourait. Alors j'ai dit en moi-même un pater et un ave pour elle. Moi aussi. Et comme j'ai la même maladie que la femme qui vient de mourir, je n'ai pu m'empêcher de m'écrier « En voilà une qui ne souffre plus, elle est bien heureuse. » Oui, comme je vous le disais, si elle n'a pas d'enfant. Vous en avez donc, vous, des enfants? 3, dit la sœur de Pique-Vinaigre avec un soupir. Et vous? J'ai eu une petite fille, mais je ne l'ai pas gardée longtemps. La pauvre enfant avait été frappée d'avance. J'avais eu trop de misère pendant ma grossesse. Je suis blanchisseuse au bateau. J'avais travaillé tant que j'ai pu aller. Mais tout a une fin. Quand la force m'a manqué, le pain m'a manqué aussi. On m'a renvoyé de mon garni. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans une pauvre femme qui m'a prise avec elle dans une cave où elle se cachait pour se sauver de son homme qui voulait la tuer. C'est là que j'ai accouché sur la paille. Mais par bonheur, cette brave femme connaissait une jeune fille, belle et charitable, comme un ange du bon Dieu. Cette jeune fille avait un peu d'argent. Elle m'a retiré de ma cave, m'a bien établi dans un cabinet garni dont elle a payé un mois d'avance, me donnant en outre un berceau d'osier pour mon enfant et 40 francs pour moi avec un peu de linge. Grâce à elle, j'ai pu me remettre sur pied et reprendre mon ouvrage. Bonne petite fille. Tenez, moi aussi j'ai rencontré par hasard, comme qui dirait sa pareille, une jeune ouvrière bien serviable. J'étais allé voir mon pauvre frère qui est prisonnier, dit Jeanne, après un moment d'hésitation, et j'ai rencontré au parloir cette ouvrière dont je vous parle. M'ayant entendu dire que je n'étais pas heureuse, elle est venue à moi, bien embarrassée, pour m'offrir de m'être utile selon ses moyens, la pauvre enfant. Comme c'était bon à elle. J'ai accepté, elle m'a donné son adresse, et 2 jours après, cette chère petite mademoiselle Rigolette, elle s'appelle Rigolette, m'avait fait une commande. Rigolette, s'écria la Lorraine, voyez donc comme ça se rencontre. Vous la connaissez? Non, mais la jeune fille qui a été si généreuse pour moi a plusieurs fois prononcé devant moi le nom de mademoiselle Rigolette. Elles étaient amies ensemble. Eh bien, dit Jeanne en souriant tristement, puisque nous sommes voisines de lit, nous devrions être amies comme nos 2 bienfaitrices. Bien volontiers, moi je m'appelle Annette Gerbier, dit la Lorraine, blanchisseuse. Et moi, Jeanne Duport, ouvrière frangeuse. Ah, c'est si bon à l'hospice de pouvoir trouver quelqu'un qui ne vous soit pas tout à fait étranger, surtout quand on y vient pour la première fois et qu'on a beaucoup de chagrin. Mais je ne veux pas penser à cela. Dites-moi la Lorraine, et comment s'appelait la jeune fille qui a été si bonne pour vous? Elle s'appelait la Goualeuse. Tout mon chagrin est de ne l'avoir pas revue depuis longtemps. Elle était jolie comme une sainte vierge, avec de beaux cheveux blonds et des yeux bleus si doux, si doux. Malheureusement, malgré son secours, mon pauvre enfant est mort à 2 mois. Il était si chétif, il n'avait que le souffle.
Et la Lorraine essuya une larme. Et votre mari? Je ne suis pas marié. Je blanchissais à la journée chez une riche bourgeoise de mon pays. J'avais toujours été sage, mais je m'en suis laissé compter par le fils de la maison, et alors... Ah oui, je comprends. Quand j'ai vu l'état où je me trouvais, je n'ai pas osé rester au pays. Monsieur Jules, c'était le fils de la riche bourgeoise, m'a donné 50 francs pour venir à Paris, disant qu'il me ferait passer 20 francs tous les mois pour ma layette et pour mes couches. Mais depuis mon départ de chez nous, je n'ai plus jamais rien reçu de lui, pas seulement de ses nouvelles. Je lui ai écrit une fois, il ne m'a pas répondu. Je n'ai pas osé recommencer. Je voyais bien qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Et c'est lui qui vous a perdu pourtant, et il est riche. Sa mère a beaucoup de biens chez nous, mais que voulez-vous, je n'étais plus là. Il m'a oublié. Mais au moins, il n'aurait pas dû vous oublier à cause de son enfant. C'est au contraire cela, voyez-vous, qui l'aura rendu mal pour moi. Il m'en aura voulu d'être enceinte, parce que je lui devenais un embarras. Pauvre Lorraine. Je regrette mon enfant pour moi, mais pas pour elle. Pauvre chère petite. Elle aurait eu trop de misère et aurait été orpheline de trop bonheur, car je n'en ai pas pour longtemps à vivre. On ne doit pas avoir de ces idées-là à votre âge. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps que vous êtes malade? Bientôt 3 mois. Dame, quand j'ai eu à gagner pour moi et mon enfant, j'ai redoublé de travail. J'ai repris trop vite mon ouvrage à mon bateau. L'hiver était très froid, j'ai gagné une fluxion de poitrine. C'est à ce moment-là que j'ai perdu ma petite fille. En la veillant, j'ai négligé de me soigner. Et puis, par là-dessus, le chagrin. Enfin, je suis poitrinaire, condamné, comme l'était l'actrice qui vient de mourir. À votre âge, il y a toujours de l'espoir. L'actrice n'avait que 2 ans de plus que moi, et vous voyez, celle que les bonnes sœurs veillent maintenant, c'était donc une actrice? Mon Dieu, oui, voyez le sort. Elle avait été belle comme le jour. Elle avait eu beaucoup d'argent, des équipages, des diamants, mais pour malheur, la petite vérole l'a défigurée. Alors la gêne est venue, puis la misère, enfin, la voilà morte à l'hospice. Du reste, elle n'était pas fière, au contraire, elle était bien douce et bien honnête pour toute la salle. Jamais personne n'est venu la voir. Pourtant, il y a 4 ou 5 jours, elle nous disait qu'elle avait écrit à un monsieur, qu'elle avait connu autrefois dans son beau temps, et qu'il avait bien aimé. Elle lui écrivait pour le prier de venir réclamer son corps, parce que cela lui faisait mal de penser qu'elle serait disséquée, coupée en morceaux. Et ce monsieur, il est venu? Non. Ah, c'est bien mal. À chaque instant, la pauvre femme demandait après lui, disant toujours « Oh, il viendra! Oh, il va venir, bien sûr !» Et pourtant, elle est morte sans qu'il soit venu. Sa fin lui aura été plus pénible encore. Oh mon Dieu, oui, car ce qu'elle craignait tant arrivera à son pauvre corps. Après avoir été riche, heureuse, mourir ici, c'est triste. Au moins, nous autres, nous ne changeons que de misère. À propos de ça, reprit la Lorraine après un moment d'hésitation, je voudrais bien que vous me rendiez un service. Parlez. Si je mourais, comme c'est probable, avant que vous sortiez d'ici, je voudrais que vous réclamiez mon corps. J'ai la même peur que l'actrice, et j'ai mis là le peu d'argent qui me reste pour me faire enterrer. N'ayez donc pas ces idées-là. C'est égal, me le promettez-vous? Enfin, Dieu merci, ça n'arrivera pas. Oui, mais si cela arrive, je n'aurai pas, grâce à vous, le même malheur que l'actrice. Pauvre dame, après avoir été riche, finir ainsi. Il n'y a pas que l'actrice dans cette salle qui ait été riche, Madame Jeanne. Appelez-moi donc Jeanne, comme je vous appelle la Lorraine. Vous êtes bien bonne. Qui donc encore a été riche aussi? Une jeune personne de 15 ans au plus, qu'on a amenée ici hier soir avant que vous n'entriez. Elle était si faible qu'on était obligé de la porter.
La sœur dit que cette jeune personne et sa mère sont des gens très comme il faut, qui ont été ruinés. Sa mère est ici aussi? Non, la mère était si mal qu'on a pu la transporter. La pauvre jeune fille ne voulait pas la quitter, et on a profité de son évanouissement pour l'emmener. C'est le propriétaire d'un méchant garni où elle logeait, qui, de peur qu'elle ne meure chez lui, a été faire sa déclaration au commissaire. Et où est-elle? Tenez, là, dans le lit en face de vous. Et elle a 15 ans? Mon Dieu, tout au plus. L'âge de ma fille aînée, dit Jeanne, en ne pouvant retenir ses larmes. Chapitre 7. La visite. Jeanne Duport, à la pensée de sa fille, s'était mise à pleurer amèrement. « Pardon, lui dit la Lorraine attristée, pardon si je vous ai fait de la peine sans le vouloir en vous parlant de vos enfants. Ils sont peut-être malades aussi? Hélas, mon Dieu, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir si je reste ici plus de 8 jours. Et votre mari? » Après un moment de silence, Jeanne reprit en essuyant ses larmes. « Puisque nous sommes amis ensemble, la Lorraine, je peux vous dire mes peines comme vous m'avez dit les vôtres. Cela me soulagera. Mon mari était un bon ouvrier. Il s'est dérangé, puis il m'a abandonné, moi et mes enfants, après avoir vendu tout ce que nous possédions. Je me suis remise au travail, de bonnes âmes m'ont aidé. Je commençais à être un peu à flot. J'élevais ma petite famille du mieux que je pouvais, quand mon mari est revenu avec une mauvaise femme qui était sa maîtresse, me reprendre le peu que je possédais, et ça a été encore à recommencer. Pauvre Jeanne, vous ne pouviez pas empêcher cela? Il aurait fallu me séparer devant la loi, mais la loi est trop chère, comme dit mon frère. Hélas, mon Dieu, vous allez voir ce que ça fait que la loi soit trop chère pour nous, pauvres gens. Il y a quelques jours, je retourne voir mon frère. Il me donne 3 francs qu'il avait ramassés à conter des histoires aux autres prisonniers. On voit que vous êtes bien bon cœur dans votre famille, dit la Lorraine, qui, par une rare délicatesse d'instinct, n'interrogea pas Jeanne sur la cause de l'emprisonnement de son frère. Je reprends donc courage. Je croyais que mon mari ne reviendrait pas de longtemps, car il avait pris chez nous tout ce qu'il pouvait prendre. Non, je me trompe, ajouta la malheureuse en frissonnant. Il lui restait à prendre ma fille, ma pauvre Catherine. Votre fille? Vous allez voir, vous allez voir. Il y a 3 jours, j'étais à travailler avec mes enfants autour de moi. Mon mari entre. Rien qu'à son air, je m'aperçois tout de suite qu'il a bu. Je viens chercher Catherine, qu'il me dit. Malgré moi, je prends le bras de ma fille et je réponds à Duport. Où veux-tu l'emmener? Ça ne te regarde pas, c'est ma fille, qu'elle fasse son paquet et qu'elle me suive. À ces mots, mon sang ne fait qu'un tour, car figurez-vous, la Lorraine, que cette mauvaise femme qui est avec mon mari, ça fait frémir à dire, mais enfin, c'est ainsi, elle le pousse depuis longtemps à tirer parti de notre fille, qui est jeune et jolie. Dites, quel monstre de femme! Ah oui, c'est un vrai monstre. Emmener Catherine, que je réponds à Duport, jamais. Je sais ce que ta mauvaise femme voudrait en faire. Tiens, me dit mon mari, dont les lèvres étaient déjà toutes blanches de colère, ne m'obstine pas, ou je t'assomme. Là-dessus, il prend ma fille par le bras en lui disant « En route, Catherine !» La pauvre petite me saute au cou en fondant en larmes et criant « Je veux rester avec maman !» Voyant ça, Duport devient furieux. Il arrache ma fille d'après moi, me donne un coup de poing dans l'estomac qui me renverse par terre, et une fois par terre. Mais voyez-vous, la Lorraine, dit la malheureuse femme en s'interrompant, bien sûr, il n'a été si méchant que parce qu'il avait bu. Enfin, il trépigne sur moi, en m'accablant de sottises. Faut-il être méchant, mon Dieu? Mes pauvres enfants se jettent à ses genoux en demandant grâce. Catherine aussi.
Alors il dit à ma fille en jurant comme un furieux, « Si tu ne viens pas avec moi, j'achève ta mère. » Je vomissais le sang. Je me sentais à moitié morte. Je ne pouvais pas faire un mouvement. Mais je criai à Catherine, « Laisse-moi tuer plutôt, mais ne suis pas ton père. Tu ne te tairas donc pas, me dit Duport, en me donnant un nouveau coup de pied qui me fait perdre connaissance. » Quelle misère, quelle misère! Quand je suis revenu à moi, j'ai retrouvé mes 2 petits garçons qui pleuraient. « Et votre fille ?» ?»« Partie, » s'écria la malheureuse mère, avec un accent et des sanglots déchirants. « Oui, partie. Mes autres enfants m'ont dit que leur père l'avait battue, la menaçant, en outre, de m'achever sur la place. Alors que voulez-vous? La pauvre enfant a perdu la tête. Elle s'est jetée sur moi pour m'embrasser. Elle a aussi embrassé ses petits frères en pleurant. Et puis mon mari l'a entraînée. Ah, sa mauvaise femme l'attendait dans l'escalier, j'en suis bien sûr. Et vous ne pouviez pas vous plaindre au commissaire? Dans le premier moment, je n'étais qu'au chagrin de savoir Catherine partie, mais j'ai senti bientôt de grandes douleurs dans tout le corps. Je ne pouvais pas marcher. Hélas, mon Dieu, ce que j'avais tant redouté était arrivé. Oui, je l'avais dit à mon frère, un jour mon mari me battra si fort, que je serai obligé d'aller à l'hospice. Alors, mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront? Et aujourd'hui m'y voilà à l'hospice, et je dis, qu'est-ce qu'ils deviendront, mes enfants? Mais il n'y a donc pas de justice, mon Dieu, pour les pauvres gens. Trop cher pour nous, comme dit mon frère, reprit Jeanne Duport avec amertume. Les voisins avaient été chercher le commissaire, son greffier est venu. Ça me répugnait de dénoncer Duport, mais à cause de ma fille, il l'a fallu. Seulement, j'ai dit que dans une querelle que je lui faisais, parce qu'il voulait emmener ma fille, il m'avait poussé que cela ne serait rien, mais que je voulais revoir Catherine, parce que je craignais qu'une mauvaise femme avec qui vivait mon mari ne la débauchât. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le greffier? Que mon mari était dans son droit d'emmener sa fille, n'étant pas séparé d'avec moi. Que ce serait un malheur si ma fille tournait mal par de mauvais conseils, mais que ce n'était que des suppositions et que ça ne suffisait pas pour porter plainte contre mon mari. Vous n'avez qu'un moyen, m'a dit le greffier, plaider au civil, demandez une séparation de corps. Et alors les coups que vous a donnés votre mari, sa conduite avec une vilaine femme, seront en votre faveur, et on le forcera de vous rendre votre fille. Sans cela, il est dans son droit de la garder avec lui. Mais plaider, je n'ai pas de quoi, mon Dieu, j'ai mes enfants à nourrir. Que voulez-vous que j'y fasse? A dit le greffier. C'est comme ça. Oui, reprit Jeanne en sanglotant, il avait raison, c'est comme ça. Dans 3 mois, ma fille sera peut-être une créature des rues, tandis que si j'avais eu de quoi plaider pour me séparer de mon mari, cela ne serait pas arrivé. Mais cela n'arrivera pas, votre fille doit tant vous aimer. Mais elle est si jeune. À cet âge-là, on n'a pas de défense. Et puis la peur, les mauvais traitements, les mauvais conseils, les mauvais exemples, l'acharnement qu'on mettra peut-être à lui faire mal. Mon pauvre frère avait prévu tout ce qui arrive, lui. Il me disait, « Est-ce que tu crois que si cette mauvaise femme et ton mari s'acharnent à perdre cet enfant, il ne faudra pas qu'elle y passe? » Mon Dieu, pauvre Catherine, si douce, si aimante. Et moi qui cette année encore lui voulais faire renouveler sa première communion. Ah, vous avez bien de la peine. Et moi qui me plaignais, dit la Lorraine en essuyant ses yeux. Et vos autres enfants? À cause d'eux, j'ai fait ce que j'ai pu pour vaincre la douleur et ne pas entrer à l'hôpital, mais je n'ai pu résister. Je vomis le sang 3 ou 4 fois par jour. J'ai une fièvre qui me casse les bras et les jambes. Je suis hors d'état de travailler. Au moins, en étant vite guéri, je pourrai retourner auprès de mes enfants. Si, avant, ils ne sont pas morts de faim ou emprisonnés comme mendiants.
Moi ici, qui voulez-vous qui prenne soin d'eux, qui les nourrisse? Oh, c'est terrible. Vous n'avez donc pas de bons voisins? Ils sont aussi pauvres que moi, et ils ont 5 enfants déjà. Aussi 2 enfants de plus, c'est lourd. Pourtant, ils m'ont promis de les nourrir un peu pendant 8 jours. C'est tout ce qu'ils peuvent. Et encore en prenant sur leur pain. Et ils n'en ont pas déjà de trop. Il faut donc que je sois guéri dans 8 jours. Oh oui, guéri ou non, je sortirai tout de même. Mais j'y pense. Comment n'avez-vous pas songé à cette bonne petite ouvrière, mademoiselle Rigolette, que vous avez rencontrée en prison? Elle les aurait gardés, bien sûr, elle. J'y ai pensé, et quoique la pauvre petite ait peut-être aussi bien du mal à vivre, je lui ai fait dire ma peine par une voisine. Malheureusement, elle est à la campagne où elle va se marier, a-t-on dit chez la portière de sa maison. Ainsi, dans 8 jours, vos pauvres enfants, mais non, vos voisins n'auront pas le cœur de les renvoyer. Mais que voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne mangent pas déjà selon leur faim, et il faudra encore qu'ils retirent au leur pour donner aux miens. Non, non, voyez-vous, il faut que je sois guéri dans 8 jours. Je l'ai demandé à tous les médecins qui m'ont interrogé depuis hier. Mais ils me répondaient en riant, c'est au médecin en chef qu'il faut s'adresser pour cela. Quand viendra-t-il donc, le médecin en chef, la Lorraine? Chut, je crois que le voilà. Il ne faut pas parler pendant qu'il fait sa visite, répondit tout bas la Lorraine. En effet, pendant l'entretien des 2 femmes, le jour était venu peu à peu. Un mouvement tumultueux annonça l'arrivée du docteur Griffon, qui entra bientôt dans la salle, accompagné de son ami le comte de Saint-Rémy, qui, portant, on le sait, un vif intérêt à madame de Frémont et à sa fille, était loin de s'attendre à trouver cette malheureuse jeune fille à l'hôpital. En entrant dans la salle, les traits froids et sévères du docteur Griffon semblèrent s'épanouir. Jetant autour de lui un regard de satisfaction et d'autorité, il répondit d'un signe de tête protecteur à l'accueil empressé des sœurs. La rude et austère physionomie du vieux comte de Saint-Rémy était empreinte d'une profonde tristesse. La vanité de ses tentatives pour retrouver les traces de madame de Fermont, l'ignominieuse lâcheté du vicomte, qui avait préféré à la mort une vie infâme, l'écrasait de chagrin. Eh bien, dit au comte le docteur Griffon d'un air triomphant, que pensez-vous de mon hôpital? En vérité, répondit monsieur de Saint-Rémy, je ne sais pourquoi j'ai cédé à votre désir. Rien n'est plus navrant que l'aspect de cette salle remplie de malades. Depuis mon entrée ici, mon cœur est cruellement serré. Bah, dans un quart d'heure, vous n'y penserez plus. Vous qui êtes philosophe, vous trouverez ample matière à observation. Et puis enfin, il était honteux que vous, un de mes plus vieux amis, vous ne connussiez pas le théâtre de ma gloire, de mes travaux, et que vous ne m'eussiez pas encore vu à l'œuvre. Je mets mon orgueil dans ma profession. Est-ce un tort? Non, certes. Et après vos excellents soins pour Fleur de Marie que vous avez sauvée, je ne pouvais rien vous refuser. Pauvre enfant, quel charme touchant ses traits ont conservé malgré la maladie. Elle m'a fourni un fait médical fort curieux. Je suis enchanté d'elle. À propos, comment a-t-elle passé cette nuit? L'avez-vous vue ce matin avant de partir d'Asnières? Non, mais la louve qui la soigne avec un dévouement sans pareil m'a dit qu'elle avait parfaitement dormi. Pourrait-on aujourd'hui lui permettre d'écrire? Après un moment d'hésitation, le docteur répondit. Oui, tant que le sujet n'a pas été complètement rétabli, j'ai craint pour lui la moindre émotion, la moindre tension d'esprit, mais maintenant je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle écrive. Au moins elle pourra prévenir les personnes qui s'intéressent à elle. Sans doute. Ah ça, vous n'avez rien appris de nouveau sur le sort de madame de Fermont et de sa fille? Rien, dit monsieur de Saint-Rémy en soupirant.
Mes constantes recherches n'ont eu aucun résultat. Je n'ai plus d'espoir que dans madame la marquise d'Harville, qui, m'a-t-on dit, s'intéresse vivement aussi à ces deux infortunés. Peut-être a-t-elle quelques renseignements qui pourront me mettre sur la voie. Il y a 3 jours, je suis allé chez elle. On m'a dit qu'elle arriverait d'un moment à l'autre. Je lui ai écrit à ce sujet, la priant de me répondre le plus tôt possible. Pendant l'entretien de M. Saint-Rémy et du docteur Griffon, plusieurs groupes s'étaient peu à peu formés autour d'une grande table occupant le milieu de la salle. Sur cette table était un registre où les élèves attachés à l'hôpital et que l'on reconnaissait à leur long tablier blanc venaient tour à tour signer la feuille de présence. Un grand nombre de jeunes étudiants studieux et empressés arrivaient successivement du dehors pour grossir le cortège scientifique du docteur Griffon, qui, ayant devancé de quelques minutes l'heure habituelle de sa visite, attendait qu'elle sonnât. Vous voyez, mon cher Saint-Rémy, que mon état-major est assez considérable, dit le docteur Griffon avec orgueil, en montrant la foule qui venait assister à ses enseignements pratiques. Et ces jeunes gens vous suivent au lit de chaque malade? Ils ne viennent que pour cela. Mais tous ces lits sont occupés par des femmes. Eh bien, la présence de tant d'hommes doit leur inspirer une confusion pénible. Allons donc, un malade n'a pas de sexe. À vos yeux peut-être, mais aux siens, la pudeur, la honte. Il faut laisser ces belles choses-là à la porte, mon cher Alceste. Ici, nous commençons sur le vivant des expériences et des études que nous finissons à l'amphithéâtre sur le cadavre. Tenez, docteur, vous êtes le meilleur et le plus honnête des hommes, je vous dois la vie. Je reconnais vos excellentes qualités, mais l'habitude et l'amour de votre art vous font envisager certaines questions d'une manière qui me révolte. Je vous laisse, dit M. de Saint-Rémy, en faisant un pas pour quitter la salle. Quel enfantillage! S'écria le docteur Griffon en le retenant. Non, non, il est des choses qui me navrent et m'indignent. Je prévois que ce serait un supplice pour moi que d'assister à votre visite. Je ne m'en irai pas, soit, mais je vous attends ici, près de cette table. Quel homme vous êtes avec vos scrupules! Mais je ne vous tiens pas quitte. J'admets qu'il serait fastidieux pour vous d'aller de lit en lit. Restez donc là, je vous appellerai pour 2 ou 3 cas assez curieux. Soit, puisque vous y tenez absolument. Cela me suffira et de reste. 7h30 sonnèrent. Alors, messieurs, dit le docteur Griffon, et il commença sa visite, suivi d'un nombreux auditoire. En arrivant au premier lit de la rangée droite, dont les rideaux étaient fermés, la sœur dit au docteur: « Monsieur, le numéro 1 est mort cette nuit à 4h30 du matin. » « Si tard, cela m'étonne. Hier matin, je ne lui aurais pas donné la journée. A-t-on réclamé le corps? » « Non, monsieur le docteur. » « Tant mieux. Il est beau, on ne pratiquera pas d'autopsie. Je vais faire un heureux. » Puis, s'adressant à un des élèves de sa suite: « Mon cher Dunoyer, il y a longtemps que vous désirez un sujet. Vous êtes inscrit le premier, celui-ci est à vous. » « Ah, monsieur, que de bonté! Je voudrais plus souvent récompenser votre zèle, mon cher ami, mais marquez le sujet et prenez possession. Il y a tant de gaillards âpres à la curée. » Et le docteur passa outre. L'élève, à l'aide d'un scalpel, incisa très délicatement un F et un D, François Dunoyer, sur le bras de l'actrice défunte, pour prendre possession, comme disait le docteur. Et la visite continua. « La Lorraine, dit tout bas Jeanne Duport à sa voisine, qu'est-ce donc que tout ce monde qui suit le médecin? Ce sont des élèves et des étudiants. Oh mon Dieu, est-ce que tous ces jeunes gens seront là lorsque le médecin va m'interroger et me regarder? Hélas, oui. Mais c'est à la poitrine que j'ai mal. On ne m'examinera pas devant tous ces hommes. Si, ils le faut, ils le veulent. J'ai assez pleuré la première fois, je mourais de honte. Je résistais. On m'a menacé de me renvoyer. Il a bien fallu me décider.
mais cela m'a fait une telle révolution que j'en ai été bien plus malade. Jugez donc, presque nu devant tout le monde, c'est bien pénible, allez. Devant le médecin lui seul, je comprends ça si c'est nécessaire, et encore ça coûte beaucoup. Mais pourquoi devant tous ces jeunes gens? Ils apprennent, et on leur enseigne sur nous. Que voulez-vous? Nous sommes ici pour ça. C'est à cette condition qu'on nous reçoit à l'hospice. Ah, je comprends, dit Jeanne Duport avec amertume. On ne nous donne rien pour rien à nous autres. Mais pourtant, il y a des occasions où ça ne peut pas être. Ainsi, ma pauvre fille Catherine, qui a 15 ans, viendrait à l'hospice. Est-ce qu'on oserait vouloir que devant tous ces jeunes gens... Oh non, je crois que j'aimerais mieux la voir mourir chez nous. Si elle venait ici, il faudrait bien qu'elle se résignât comme les autres, comme vous, comme moi. Mais taisons-nous, dit la Lorraine. Si cette pauvre demoiselle qui est là en face vous entendait, elle qui, dit-on, était riche, elle qui n'a peut-être jamais quitté sa mère, ça va être son tour. Jugez comme elle va être confuse et malheureuse. C'est vrai, mon Dieu, c'est vrai. Je frissonne rien que d'y penser pour elle. Pauvre enfant. Silence, Jeanne, voilà le médecin, dit la Lorraine. Chapitre 8. Mademoiselle de Fermont. Après avoir rapidement visité plusieurs malades qui ne lui offraient rien de curieux et d'attachant, le docteur Griffon arriva enfin auprès de Jeanne Duport. À la vue de cette foule empressée qui, avide de voir et de savoir, de connaître et d'apprendre, se pressait autour de son lit, la malheureuse femme, saisie d'un tremblement de crainte et de honte, s'enveloppa étroitement dans ses couvertures. La figure sévère et méditative du docteur Griffon, son regard pénétrant, son sourcil toujours froncé par l'habitude de la réflexion, sa parole brusque, impatiente et brève, augmentait encore l'effroi de Jeanne. Un nouveau sujet, dit le docteur en parcourant la pancarte, où était inscrit le genre de maladie de l'an 30. Après quoi il jeta sur Jeanne un long coup d'œil investigateur. Il se fit un profond silence pendant lequel les assistants, à l'imitation du prince de la science, attachèrent curieusement leur regard sur la malade. Celle-ci, pour se dérober autant que possible à la pénible émotion que lui causaient tous ses yeux fixés sur elle, ne détacha pas les siens de ceux du médecin, qu'elle contemplait avec angoisse. Après plusieurs minutes d'attention, le docteur, remarquant quelque chose d'anormal dans la teinte jaunâtre du globe de l'œil de la patiente, s'approcha plus près d'elle et du bout du doigt, lui retroussant la paupière, il examina silencieusement le cristallin. Puis, plusieurs élèves, répondant à une sorte d'invitation muette de leur professeur, allèrent tour à tour observer l'œil de Jeanne. Ensuite, le docteur procéda à cet interrogatoire. « Votre nom ?»« Jeanne Duport, » murmura la malade de plus en plus effrayée. « Votre âge ?»« 36 ans et demi. »« Plus haut donc. Le lieu de votre naissance ?»« Paris. »« Votre état ?»« Ouvrière frangeuse. »« Êtes-vous mariée ?»« Hélas, oui, monsieur, » répondit Jeanne avec un profond soupir. « Depuis quand ?»« Depuis 18 ans. »« Avez-vous des enfants ?» Ici, au lieu de répondre, la pauvre mère donna cours à ses larmes, longtemps contenues. « Il ne s'agit pas de pleurer, mais de répondre. Avez-vous des enfants ?»« Oui, monsieur, 2 petits garçons et une fille de 16 ans. » Ici, plusieurs questions qu'il nous est impossible de répéter, mais auxquelles Jeanne ne satisfit qu'en balbutiant et après plusieurs injonctions sévères du docteur. La malheureuse femme se mourait de honte, obligée qu'elle était de répondre tout haut à de telles demandes devant ce nombreux auditoire. Le docteur, complètement absorbé par sa préoccupation scientifique, ne songea pas le moins du monde à la cruelle confusion de Jeanne et reprit. « Depuis combien de temps êtes-vous malade ?»«
depuis 4 jours, monsieur, dit Jeanne en essuyant ses larmes. Racontez-nous comment votre maladie vous est survenue. Monsieur, c'est que il y a tant de monde, je n'ose. Ah ça, mais d'où sortez-vous, ma chère amie? Dit simplement le docteur. Ne voulez-vous pas que je fasse rapporter ici un confessionnal? Voyons, parlez, et dépêchez-vous. Mon Dieu, monsieur, c'est que ce sont des choses de famille. Soyez donc tranquille, nous sommes ici en famille. En nombreuses familles, vous le voyez, ajouta le prince de la science, qui était ce jour-là fort en gaieté. Voyons, finissons. De plus en plus intimidée, Jeanne dit en balbutiant et en hésitant à chaque mot. J'avais eu, monsieur, une querelle avec mon mari au sujet de mes enfants, je veux dire de ma fille aînée. Il voulait l'emmener, mais vous comprenez, monsieur, je ne voulais pas, à cause d'une vilaine femme avec qui il vivait, et qui pouvait donner de mauvais exemples à ma fille. Alors mon mari, qui était gris, oh oui, monsieur, sans cela, il ne l'aurait pas fait. Mon mari m'a poussé très fort, je suis tombé, et puis, peu de temps après, j'ai commencé à vomir le sang. Votre mari vous a poussé, vous êtes tombé. Vous nous la donnez belle. Il a certainement fait mieux que vous pousser. Il doit vous avoir parfaitement frappé dans l'estomac à plusieurs reprises. Peut-être même vous aura-t-il foulé aux pieds. Voyons, répondez, dites la vérité. Ah, monsieur, je vous assure qu'il était gris. Sans cela, il n'aurait pas été si méchant. Bon ou méchant, gris ou noir, il ne s'agit pas de ça, ma brave femme. Je ne suis pas juge d'instruction, moi. Je tiens tout bonnement à préciser un fait. Vous avez été renversé et foulé aux pieds avec fureur, n'est-ce pas? Hélas, oui, monsieur, dit Jeanne en fondant en larmes. Et pourtant, je ne lui ai jamais donné un sujet de plainte. Je travaille autant que je peux et je... L'épigastre doit être douloureux. Vous devez y ressentir une grande chaleur, dit le docteur en interrompant Jeanne. Vous devez éprouver du malaise, de la lassitude, des nausées. Oui, monsieur. Je ne suis venu ici qu'à la dernière extrémité, quand la force m'a tout à fait manqué. Sans cela, je n'aurais pas abandonné mes enfants, dont je vais être si inquiète, car ils n'ont que moi. Et puis Catherine, c'est elle surtout qui me tourmente, monsieur. Si vous saviez... Votre langue, dit le docteur Griffon, en interrompant de nouveau la malade. Cet ordre parut si étrange à Jeanne, qui avait cru apitoyer le docteur, qu'elle ne lui répondit pas tout d'abord et le regarda avec ébahissement. « Voyons donc cette langue dont vous vous servez si bien, dit le docteur en souriant, puis il baissa du bout du doigt la mâchoire inférieure de Jeanne. Après avoir fait successivement et longuement tâter et examiner par ses élèves la langue du sujet afin d'en constater la couleur et la sécheresse, le docteur se recueillit un moment. Jeanne, surmontant sa crainte, s'écria d'une voix tremblante. « Monsieur, je vais vous dire, des voisins aussi pauvres que moi ont bien voulu se charger de 2 de mes enfants, mais pendant 8 jours seulement, c'est déjà beaucoup. Au bout de ce temps, il faut que je retourne chez moi. Aussi, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, guérissez-moi le plus vite possible, ou à peu près, que je puisse seulement me laver et travailler, et je n'ai que 8 jours devant moi, car, face décolorée, état de prostration complète, cependant tout assez fort, dur et fréquent, dit imperturbablement le docteur en désignant Jeanne. Remarquez-le bien, messieurs, oppression, chaleur à l'épigastre. Tous ces symptômes annoncent certainement une hématémèse, probablement compliquée d'une hépatite causée par des chagrins domestiques, ainsi que l'indique la coloration jaunâtre du globe de l'œil. Le sujet a reçu des coups violents dans les régions de l'épigastre et de l'abdomen. Le vomissement de sang est nécessairement causé par quelques lésions organiques de certains viscères. À ce propos, j'appellerai votre attention sur un point très curieux, fort curieux. Les ouvertures cadavériques de ceux qui sont morts de l'affection dont le sujet est atteint offrent des résultats singulièrement variables. Souvent, la maladie très aiguë et très grave emporte le malade en peu de jours, et l'on ne trouve aucune trace de son existence. D'autres fois, la rate, le foie, le pancréas offrent des lésions plus ou moins profondes.
Il est probable que le sujet dont nous nous occupons a souffert quelques-unes de ces lésions. Nous allons donc tâcher de nous en assurer, et vous vous en assurerez vous-même par un examen attentif du malade. Et d'un mouvement rapide, le docteur Griffon, rejetant la couverture au pied du lit, découvrit presque entièrement Jeanne. Nous répugnons à peindre l'espèce de lutte douloureuse de cet infortuné qui sanglotait, éperdu de honte, implorant le docteur et son auditoire. Mais à cette menace, on va vous mettre dehors de l'hospice si vous ne vous soumettez pas aux usages établis. Menace si écrasante pour ceux dont l'hospice est l'unique et dernier refuge, Jeanne se soumit à une investigation publique qui dura longtemps, très longtemps, car le docteur Griffon analysait, expliquait chaque symptôme, et les plus studieux des assistants voulurent ensuite joindre la pratique à la théorie et s'assurer par eux-mêmes de l'état physique du sujet. Ensuite de cette scène cruelle, Jeanne éprouva une émotion si violente qu'elle tomba dans une crise nerveuse pour laquelle le docteur Griffon donna une prescription supplémentaire. La visite continua. Le docteur Griffon arriva bientôt auprès du lit de mademoiselle Claire de Fermont, victime comme sa mère de la cupidité de Jacques Ferrand. Terrible et nouvel exemple des conséquences sinistres qu'entraîne avec soi un abus de confiance, ce délit si faiblement puni par la loi. Mademoiselle de Fermont, coiffée du bonnet de toile fourni par l'hôpital, appuyait languissamment sa tête sur le traversin de son lit. À travers les ravages de la maladie, on retrouvait sur ce candide et doux visage les traces d'une beauté pleine de distinction. Après une nuit de douleurs aiguës, la pauvre enfant était tombée dans une sorte d'assoupissement fébrile, et, lorsque le docteur et son cortège scientifique étaient entrés dans la salle, le bruit de la visite ne l'avait pas réveillée. « Un nouveau sujet, messieurs, dit le prince de la science, en parcourant la pancarte qu'un élève lui présenta. Maladie, fièvre lente, nerveuse, peste, s'écria le docteur, avec une expression de satisfaction profonde. Si l'interne de service ne s'est pas trompé dans son diagnostic, c'est une excellente aubaine. Il y a fort longtemps que je désirais une fièvre lente nerveuse, car ce n'est généralement pas une maladie de pauvre. Ces affections naissent presque toujours ensuite de graves perturbations dans la position sociale du sujet, et il va sans dire que plus la position est élevée, plus la perturbation est profonde. C'est d'ailleurs une affection des plus remarquables par ses caractères particuliers. Elle remonte à la plus haute antiquité. Les écrits d'Hippocrate ne laissent aucun doute à cet égard. Et c'est tout simple. Cette fièvre, je l'ai dit, a presque toujours pour cause les chagrins les plus violents. Or, le chagrin est vieux comme le monde. Pourtant, chose singulière, avant le XVIIIe siècle, cette maladie n'avait été exactement décrite par aucun auteur. C'est Huxham qui honore à tant de titres la médecine de cette époque. C'est Huxham, dis-je, qui le premier a donné une monographie de la fièvre nerveuse, monographie qui est devenue classique. Et pourtant, c'est une maladie de vieille roche, ajouta le docteur en riant. Elle appartient à cette grande, antique et illustre famille, Fébris, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Mais ne nous réjouissons pas trop. Voyons si, en effet, nous avons le bonheur de posséder un échantillon de cette curieuse affection. Cela se trouverait doublement désirable, car il y a très longtemps que j'ai envie d'essayer l'usage interne du phosphore. Oui, messieurs, reprit le docteur, en entendant dans son auditoire une sorte de frémissement de curiosité. Oui, messieurs, du phosphore. C'est une expérience fort curieuse que je veux tenter. Elle est audacieuse, mais audaces fortuna juvat, et l'occasion sera excellente. Nous allons d'abord examiner si le sujet va nous offrir sur toutes les parties de son corps, et principalement la poitrine, cette éruption miliaire et symptomatique selon Huxham, et vous vous assurerez vous-même en palpant le sujet
de l'espèce de rugosité que cette éruption entraîne. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir mis par terre, ajouta le prince de la science, qui se trouvait décidément fort en gaieté. Et il secoua légèrement l'épaule de mademoiselle de Fermont pour l'éveiller. La jeune fille tressaillit et ouvrit ses grands yeux creusés par la maladie, que l'on juge de sa stupeur, de son épouvante. Pendant qu'une foule d'hommes entourait son lit et la couvait des yeux, elle sentit la main du docteur écarter sa couverture et se glisser dans son lit, afin de lui prendre la main pour lui tâter le pouls. Mademoiselle de Fermont, rassemblant toutes ses forces dans un cri d'angoisse et de terreur, s'écria « Ma mère, au secours, ma mère !» Par un hasard presque providentiel, au moment où les cris de mademoiselle de Fermont faisaient bondir le vieux comte de Saint-Rémy sur sa chaise, car il reconnaissait cette voix, la porte de la salle s'ouvrit, et une jeune femme vêtue de deuil entra précipitamment, accompagnée du directeur de l'hospice. Cette femme était la marquise d'Harville. « De grâce, monsieur, dit-elle au directeur avec la plus grande anxiété, conduisez-moi auprès de mademoiselle de Fermont. »« Veuillez vous donner la peine de me suivre, madame la marquise, répondit respectueusement le directeur. Cette demoiselle est au numéro 17 de cette salle. »« Malheureux enfant, ici, ici, dit madame d'Harville en essuyant ses larmes. Ah, c'est affreux. » La marquise, précédée du directeur, s'approchait rapidement du groupe rassemblé auprès du lit de mademoiselle de Fermont, lorsqu'on entendit ces mots prononcés avec indignation. « Je vous dis que cela est un meurtre infâme, vous la tuerez, monsieur. »« Mais, mon cher Saint-Rémy, écoutez-moi donc. Je vous répète, monsieur, que votre conduite est atroce. Je regarde mademoiselle de Fermont comme ma fille. Je vous défends d'en approcher. Je vais la faire immédiatement transporter hors d'ici. Mais, mon cher ami, c'est un cas de fièvre lente, nerveuse, très rare. Je voulais essayer du phosphore. C'était une occasion unique. Permettez-moi au moins que je la soignerai, n'importe où vous l'emmeniez, puisque vous privez ma clinique d'un sujet aussi précieux. » « Si vous n'étiez pas un fou, vous seriez un monstre, » reprit le comte de Saint-Rémy. Clémence écoutait ces mots avec une angoisse croissante. Mais la foule était si compacte autour du lit qu'il fallut que le directeur dît à haute voix : « Place, messieurs, s'il vous plaît. Place à madame la marquise d'Harville, qui vient voir le numéro 17. » À ces mots, les élèves se rangèrent avec autant d'empressement que de respectueuse admiration, en voyant la charmante figure de Clémence, que l'émotion colorait des plus vives couleurs. « Madame d'Harville, » s'écria le comte de Saint-Rémy en écartant rudement le docteur et en se précipitant vers Clémence. « Ah, c'est Dieu qui envoie ici un de ses anges. Madame, je savais que vous vous intéressiez à ces deux infortunés. Plus heureuses que moi, vous les avez trouvées, tandis que moi, c'est le hasard qui m'a conduite ici, et pour assister à une scène d'une barbarie inouïe. Malheureux enfant, voyez, madame, voyez. Et vous, messieurs, au nom de vos filles ou de vos sœurs, ayez pitié d'une enfant de 16 ans, je vous en supplie. Laissez-la seule avec madame et ses bonnes religieuses. Lorsqu'elle aura repris ses sens, je la ferai transporter hors d'ici. »« Soit je signerai sa sortie, » s'écria le docteur, « mais je m'attacherai à ses pas, mais je me cramponnerai à vous. C'est un sujet qui m'appartient, et vous aurez beau faire, je la soignerai. Je ne risquerai pas le phosphore, bien entendu, mais je passerai les nuits, s'il le faut, comme je les ai passées auprès de vous, ingrat Saint-Rémy, car cette fièvre est aussi curieuse que l'était la vôtre. Ce sont deux sœurs qui ont le même droit à mon intérêt. » »« Maudit homme, pourquoi avez-vous tant de science ?» dit le comte, sachant qu'en effet, il ne pourrait confier mademoiselle de Fermont à des mains plus habiles. « Eh, mon Dieu, c'est tout simple, » lui dit le docteur à l'oreille. « J'ai beaucoup de science parce que j'étudie, parce que j'essaie, parce que je risque et pratique beaucoup sur mes sujets, soit dit sans calembour. Ah ça, j'aurai donc ma fièvre lente, vilain bourru. Oui, mais cette jeune fille est-elle transportable? Certainement. Alors, pour Dieu, retirez-vous. Allons, messieurs, dit le prince de la science, notre clinique sera privée d'une étude précieuse, mais je vous tiendrai au courant.
et le docteur Griffon, accompagné de son auditoire, continua sa visite, laissant M. de Saint-Rémy et Mme d'Harville auprès de Mlle de Fermont. Chapitre 9. Fleur de Marie. Pendant la scène que nous venons de raconter, Mlle de Fermont, toujours évanouie, était restée livrée aux soins empressés de Clémence et de 2 religieuses. L'une d'elles soutenait la tête pâle et appesantie de la jeune fille, pendant que Mme d'Harville, penchée sur le lit, essuyait avec son mouchoir la sueur glacée qui inondait le front de la malade. Profondément ému, M. de Saint-Rémy contemplait ce tableau touchant lorsqu'une funeste pensée lui traversant tout à coup l'esprit, il s'approcha de Clémence et lui dit à voix basse : « Et la mère de cette infortunée, madame ?» La marquise se retourna vers M. de Saint-Rémy et lui répondit avec une tristesse navrante : « Cet enfant n'a plus de mère, monsieur. Grand Dieu, morte. J'ai appris seulement hier soir à mon retour l'adresse de madame de Fermont et son état désespéré. À 1 heure du matin, j'étais chez elle avec mon médecin. Ah, monsieur, quel tableau! La misère dans toute son horreur, et aucun espoir de sauver cette pauvre mère expirante. Oh, que son agonie a dû être affreuse, si la pensée de sa fille lui était présente. Son dernier mot a été « ma fille ». Quelle mort, mon Dieu! Elle, mère si tendre, si dévouée, c'est épouvantable! Une des religieuses vint interrompre l'entretien de M. de Saint-Rémy et de Mme d'Harville en disant à celle-ci : « La jeune demoiselle est bien faible, elle entend à peine. Tout à l'heure, peut-être, elle reprendra un peu de connaissance. Cette secousse l'a brisée. Si vous ne craigniez pas, madame, de rester là en attendant que la malade revienne tout à fait à elle, je vous offrirai ma chaise. » « Donnez, donnez, dit Clémence en s'asseyant auprès du lit. Je ne quitterai pas mademoiselle de Fermont. Je veux qu'elle voie au moins une figure amie lorsqu'elle ouvrira les yeux. Ensuite, je l'emmènerai avec moi, puisque le médecin trouve heureusement qu'on peut la transporter sans danger. »« Ah, madame, soyez bénie pour le bien que vous faites, dit M. de Saint-Rémy, mais pardonnez-moi de ne pas vous avoir encore dit mon nom. Tant de chagrin, tant d'émotions. Je suis le comte de Saint-Rémy, madame. Le mari de madame de Fermont était mon ami le plus intime. J'habitais à Angers. J'ai quitté cette ville dans mon inquiétude de ne recevoir aucune nouvelle de ces 2 nobles et dignes femmes. Elles avaient jusqu'alors habité cette ville, et on les disait complètement ruinées. Leur position était d'autant plus pénible que jusqu'alors elles avaient vécu dans l'aisance. Ah, monsieur, vous ne savez pas tout. Madame de Fermont a été indignement dépouillée, par son notaire peut-être. Un moment, j'en avais eu le soupçon. Cet homme était un monstre, monsieur. Hélas, ce crime n'est pas le seul qu'il ait commis, mais heureusement, dit Clémence avec exaltation, en songeant à Rodolphe. Un génie providentiel en a fait justice, et j'ai pu fermer les yeux de madame de Fermont en la rassurant sur l'avenir de sa fille. Sa mort a été ainsi moins cruelle. Je le comprends. Sachant à sa fille un appui tel que le vôtre, madame, ma pauvre amie a dû mourir plus tranquille. Non seulement mon vif intérêt est à tout jamais acquis à mademoiselle de Fermont, mais sa fortune lui sera rendue. Sa fortune? Comment? Le notaire a été forcé de restituer la somme qu'il s'était appropriée par un crime horrible. Un crime? Cet homme avait assassiné le frère de madame de Fermont pour faire croire que ce malheureux s'était suicidé après avoir dissipé la fortune de sa sœur. C'est horrible, mais c'est à n'y pas croire. Et pourtant, par suite de mes soupçons sur le notaire, j'avais conservé de vagues doutes sur la réalité de ce suicide. Car Renneville était l'honneur, la loyauté même, et la somme que le notaire a restituée est déposée chez un prêtre vénérable, monsieur le curé de Bonne-Nouvelle. Elle sera remise à mademoiselle de Fermont.
Cette restitution ne suffit pas à la justice des hommes, madame. L'échafaud réclame ce notaire, car il n'a pas commis un meurtre, mais 2 meurtres. La mort de madame de Fermont, les souffrances que sa fille endure sur ce lit d'hôpital, ont été causées par l'infâme abus de confiance de ce misérable. Et ce misérable a commis un autre meurtre aussi affreux, aussi atrocement combiné. Que dites-vous, madame? S'il s'est défait du frère de madame de Fermont par un prétendu suicide afin de s'assurer l'impunité, il y a peu de jours, il s'est défait d'une malheureuse jeune fille qu'il avait intérêt à perdre en la faisant noyer. Certain qu'on attribuerait cette mort à un accident. Monsieur de Saint-Rémy tressaillit, regarda madame d'Harville avec surprise, en songeant à Fleur de Marie, et s'écria: « Ah mon Dieu, madame, quel étrange rapport! Qu'avez-vous, monsieur? Cette jeune fille, où a-t-il voulu la noyer? Dans la Seine, près d'Asnières, m'a-t-on dit. C'est elle, s'écria monsieur de Saint-Rémy. De qui parlez-vous, monsieur? De la jeune fille que ce monstre avait intérêt à perdre. Fleur de Marie? Vous la connaissez, madame? Pauvre enfant, je l'aimais tendrement. Ah, si vous saviez, monsieur, combien elle était belle et touchante. Mais comment se fait-il? Le docteur Griffon et moi, nous lui avons donné les premiers secours. Les premiers secours? À elle? Et où cela? À l'île du Ravageur, quand on l'a eu sauvée. Sauvée? Fleur de Marie, sauvée? Par une brave créature qui, au risque de sa vie, l'a retirée de la Seine. Mais qu'avez-vous, madame? Ah, monsieur, je n'ose croire encore à tant de bonheur. Mais je crains encore d'être dupe d'une erreur. Je vous en supplie, dites-moi, cette jeune fille, comment est-elle? D'une admirable beauté, une figure d'ange. De grands yeux bleus, des cheveux blonds? Oui, madame. Et quand on l'a noyée, elle était avec une femme âgée? En effet, depuis hier seulement qu'elle a pu parler, car elle est encore bien faible. Elle nous a dit cette circonstance, une femme âgée l'accompagnait. Dieu soit béni, s'écria Clémence, en joignant les mains avec ferveur. Je pourrais lui apprendre que sa protégée vit encore. Quelle joie pour lui, qui dans sa dernière lettre me parlait de cette pauvre enfant avec des regrets si pénibles. Pardon, monsieur, mais si vous saviez combien ce que vous m'apprenez me rend heureuse. Et pour moi, et pour une personne qui, plus que moi encore, a aimé et protégé Fleur de Marie. Mais de grâce à cette heure, où est-elle? Près d'Asnières, dans la maison de l'un des médecins de cet hôpital, le docteur Griffon, qui, malgré des travers que je déplore, a d'excellente qualité, car c'est chez lui que Fleur de Marie a été transportée. Et depuis, il lui a prodigué les soins les plus constants. Et elle est hors de tout danger? Oui, madame, depuis 2 ou 3 jours seulement. Et aujourd'hui, on lui permettra d'écrire à ses protecteurs. Oh, c'est moi, monsieur, c'est moi qui me chargerai de ce soin. Ou plutôt, c'est moi qui aurai la joie de la conduire auprès de ceux qui, la croyant morte, la regrettent si amèrement. Je comprends ces regrets, madame, car il est impossible de connaître Fleur de Marie sans rester sous le charme de cette angélique créature. Sa grâce et sa douceur exercent sur tous ceux qui l'approchent un empire indéfinissable. La femme qui l'a sauvée, et qui depuis l'a veillé jour et nuit, comme elle aurait veillé son enfant, est une personne courageuse et dévouée, mais d'un caractère si habituellement emporté qu'on l'a surnommée la Louve. Jugez, eh bien, un mot de Fleur de Marie la bouleverse. Je l'ai vue sangloter, pousser des cris de désespoir, lorsque, ensuite d'une crise fâcheuse, le docteur Griffon avait presque désespéré de la vie de Fleur de Marie. Cela ne m'étonne pas, je connais la Louve. Vous, madame? Dit monsieur de Saint-Rémy, surpris. Vous connaissez la Louve? En effet, cela doit vous étonner, monsieur, dit la marquise en souriant doucement, car Clémence était heureuse, oh, bien heureuse, en songeant à la douce surprise qu'elle ménageait au prince. Quel eût été son enivrement
si elle avait su que c'était une fille qu'il croyait morte, qu'elle allait ramener à Rodolphe. Ah, monsieur, dit-elle à monsieur de Saint-Rémy, ce jour est si beau pour moi que je voudrais qu'il le fût aussi pour d'autres. Il me semble qu'il doit y avoir ici bien des infortunes honnêtes à soulager. Ce serait une digne manière de célébrer l'excellente nouvelle que vous me donnez. Puis, s'adressant à la religieuse qui venait de faire boire quelques cuillerées d'une potion à mademoiselle de Fermont, « Eh bien, ma sœur, reprend-elle ses sens ?»« Pas encore, madame, elle est si faible. Pauvre demoiselle, à peine si l'on sent les battements de son pouls. J'attendrai pour l'emmener qu'elle soit en état d'être transportée dans ma voiture. Mais dites-moi, ma sœur, parmi toutes ces malheureuses malades, n'en connaîtriez-vous pas qui méritassent particulièrement l'intérêt et la pitié, et à qui je pourrais être utile avant de quitter cet hospice? » « Ah, madame, c'est Dieu qui vous envoie, dit la sœur. Il y a là, ajouta-t-elle en montrant le lit de la sœur de Pique-Vinaigre, une pauvre femme très malade et très à plaindre. Elle n'est entrée ici qu'à bout de ses forces. Elle se désole sans cesse parce qu'elle a été obligée d'abandonner 2 petits-enfants qui n'ont qu'elle au monde pour soutien. Elle disait tout à l'heure à monsieur le docteur qu'elle voulait sortir, guérie ou non, dans 8 jours, parce que ses voisins lui avaient promis de garder ses enfants seulement une semaine, et qu'après ce temps, il ne pourrait plus s'en charger. « Conduisez-moi à son lit, je vous prie, ma sœur, » dit madame d'Harville, en se levant et en suivant la religieuse. Jeanne Duport, à peine remise de la crise violente que lui avaient causée les investigations du docteur Griffon, ne s'était pas aperçue de l'entrée de Clémence d'Harville dans la salle de l'hospice. Quel fut son étonnement lorsque la marquise, soulevant les rideaux de son lit, lui dit en attachant sur elle un regard rempli de commisération et de bonté: « Ma bonne mère, il ne faut plus être inquiète de vos enfants. J'en aurai soin. Ne songez donc qu'à vous guérir pour les aller bien vite retrouver. » Jeanne Duport croyait rêver. À cette même place où le docteur Griffon et son studieux auditoire lui avaient fait subir une cruelle inquisition, elle voyait une jeune femme d'une ravissante beauté venir à elle avec des paroles de pitié, de consolation et d'espérance. L'émotion de la sœur de Pique-Vinaigre était si grande qu'elle ne put prononcer une parole. Elle joignit seulement les mains, comme si elle eût prié, en regardant sa bienfaitrice inconnue avec adoration. « Jeanne, Jeanne, lui dit tout bas la Lorraine, répondez donc à cette bonne dame. » Puis la Lorraine ajouta, en s'adressant à la marquise: « Ah, madame, vous la sauvez. Elle serait morte de désespoir en pensant à ses enfants qu'elle voyait déjà abandonnés. N'est-ce pas, Jeanne? Encore une fois, rassurez-vous, ma bonne mère. N'ayez aucune inquiétude, reprit la marquise, en pressant dans ses petites mains délicates et blanches la main brûlante de Jeanne Duport. Rassurez-vous, ne soyez plus inquiète de vos enfants, et même si vous le préférez, vous sortirez aujourd'hui de l'hospice. On vous soignera chez vous. Rien ne vous manquera. De la sorte, vous ne quitterez pas vos chers enfants. Si votre logement est insalubre ou trop petit, on vous en trouvera tout de suite un plus convenable, afin que vous soyez, vous, dans une chambre et vos enfants dans une autre. Vous aurez une bonne garde-malade qui les surveillera tout en vous soignant. Enfin, lorsque vous serez rétabli, si vous manquez d'ouvrage, je vous mettrai à même d'attendre qu'il vous en arrive, et dès aujourd'hui je me charge de l'avenir de vos enfants. Ah, mon bon Dieu, qu'est-ce que j'entends? Les chérubins descendent donc du ciel, comme dans les livres d'église, dit Jeanne Duport tremblante, égarée, osant à peine regarder sa bienfaitrice. Pourquoi tant de bonté pour moi? Qu'ai-je fait pour cela? Ce n'est pas possible. Moi, sortir de l'hospice, où j'ai déjà tant pleuré, tant souffert, ne plus quitter mes enfants, avoir une garde malade, mais c'est comme un miracle du bon Dieu. Et la pauvre femme disait vrai. Si l'on savait combien il est doux et facile de faire souvent et à peu de frais de ces miracles.
Hélas, pour certaines infortunes, abandonnées ou repoussées de tous, un salut immédiat, inespéré, accompagné de paroles bienveillantes, d'égards tendrement charitables, ne doit-il pas avoir, n'a-t-il pas l'apparence surnaturelle d'un miracle? Ainsi était-il humainement permis à Jeanne Duport, non pas d'espérer, mais seulement de rêver à la probabilité de la fortune inouïe que lui assurait madame d'Harville. Ce n'est pas un miracle, ma bonne mère, répondit Clémence, vivement émue. Ce que je fais pour vous, ajouta-t-elle en rougissant légèrement au souvenir de Rodolphe, ce que je fais pour vous m'est inspiré par un généreux esprit qui m'a appris à compatir au malheur. C'est lui qu'il faut remercier et bénir. Ah, madame, je bénirai vous et les vôtres, dit Jeanne Duport en pleurant. Je vous demande pardon de m'exprimer si mal. Je n'ai pas l'habitude de ces grandes joies. C'est la première fois que cela m'arrive. Eh bien, voyez-vous, Jeanne, dit la Lorraine attendrie, il y a aussi parmi les riches des rigolettes et des goualeuses. En grand, il est vrai, mais quant au bon cœur, c'est la même chose. Madame d'Harville se retourna toute surprise vers la Lorraine en lui entendant prononcer ces deux noms. Vous connaissez la Goualeuse et une jeune ouvrière nommée Rigolette? Demanda Clémence à la Lorraine. Oui, madame, la Goualeuse, bon petit ange, a fait l'an passé pour moi, mais dame, selon ses pauvres moyens, ce que vous faites pour Jeanne. Oui, madame. Oh, ça me fait du bien à dire et à répéter à tout le monde. La Goualeuse m'a retiré d'une cave où je venais d'accoucher sur la paille, et le cher petit ange m'a établi, moi et mon enfant, dans une chambre où il y avait un bon lit et un berceau. La Goualeuse avait fait ces dépenses-là par pure charité, car elle me connaissait à peine et était pauvre elle-même. C'est beau cela, n'est-ce pas, madame? Dit la Lorraine avec exaltation. Oh oui, la charité du pauvre envers les pauvres est grande et sainte, dit Clémence les yeux mouillés de douces larmes. Il en a été de même de mademoiselle Rigolette, qui, selon ses moyens de petite ouvrière, reprit la Lorraine, avait il y a quelques jours offert ses services à Jeanne. Quel singulier rapprochement, se dit Clémence, de plus en plus émue, car chacun de ces deux noms, la Goualeuse et Rigolette, lui rappelait une noble action de Rodolphe. Et vous, mon enfant, que puis-je pour vous? Dit-elle à la Lorraine. Je voudrais que les noms que vous venez de prononcer avec tant de reconnaissance vous portassent bonheur. Merci, madame, dit la Lorraine avec un sourire de résignation amère. J'avais un enfant, il est mort. Je suis poitrinaire condamné. Je n'ai plus besoin de rien. Quelle idée sinistre, à votre âge. Si jeune, il y a toujours de la ressource. Oh non, madame, je sais mon sort. Je ne me plains pas. J'ai vu encore cette nuit mourir une poitrinaire dans la salle. On meurt bien doucement, allez. Je vous remercie toujours de vos bontés. Vous exagérez votre état. Je ne me trompe pas, madame, je le sens bien. Mais puisque vous êtes si bonne, une grande dame comme vous est toute puissante. Parlez, dites, que voulez-vous? J'avais demandé un service à Jeanne, mais puisque grâce à Dieu et à vous, elle s'en va, eh bien, ce service, ne puis-je vous le rendre? Certainement, madame. Un mot de vous aux sœurs ou aux médecins arrangerait tout. Ce mot, je le dirai, soyez-en sûrs. De quoi s'agit-il? Depuis que j'ai vu l'actrice qui est morte si tourmentée de la crainte d'être coupée en morceaux après sa mort, j'ai la même peur. Jeanne m'avait promis de réclamer mon corps et de me faire enterrer. Ah, c'est horrible, dit Clémence en frissonnant d'épouvante. Il faut venir ici pour savoir qu'il est encore pour les pauvres des misères et des terreurs même au-delà de la tombe. Pardon, madame, dit timidement la Lorraine. Pour une grande dame riche et heureuse comme vous méritez de l'être. Cette demande est bien triste. Je n'aurais pas dû la faire. Je vous en remercie au contraire, mon enfant. Elle m'apprend une misère que j'ignorais, et cette science ne sera pas stérile. Soyez tranquille.
Quoique ce moment fatal soit bien éloigné d'ici, quand il arrivera, vous serez sûr de reposer en terre sainte. Oh, merci, madame, s'écria la Lorraine. Si j'osais vous demander la permission de baiser votre main. Clémence présenta sa main aux lèvres desséchées de la Lorraine. Oh, merci, madame. J'aurai quelqu'un à aimer et à bénir jusqu'à la fin, avec la goualeuse, et je ne serai plus attristé pour après ma mort. Ce détachement de la vie et ces craintes d'outre-tombe avaient péniblement affecté madame d'Harville. Se penchant à l'oreille de la sœur qui venait de l'avertir que mademoiselle de Fermont avait complètement repris connaissance, elle lui dit « Est-ce que réellement l'état de cette jeune femme est désespéré ?» Et d'un signe, elle lui indiqua le lit de la Lorraine. « Hélas, oui, madame, la Lorraine est condamnée. Elle n'a peut-être pas 8 jours à vivre. » Une demi-heure après, madame d'Harville, accompagnée de monsieur de Saint-Rémy, emmenait chez elle la jeune orpheline à qui elle avait caché la mort de sa mère. Le jour même, un homme de confiance de madame d'Harville, après avoir été visiter rue de la Barillerie la misérable demeure de Jeanne du Port et avoir recueilli sur cette digne femme les meilleurs renseignements, loua aussitôt sur le quai de l'école 2 grandes chambres et un cabinet bien aéré, meubla en 2 heures ce modeste mais salubre logis, et grâce aux ressources instantanées du temple, le soir même, Jeanne du Port fut transportée dans cette demeure, où elle trouva ses enfants et une excellente garde-malade. Le même homme de confiance fut chargé de réclamer et de faire enterrer le corps de la Lorraine lorsqu'elle succomberait à sa maladie. Après avoir conduit et installé chez elle mademoiselle de Fermont, madame d'Harville partit aussitôt pour Asnières, accompagnée de monsieur de Saint-Rémy, afin d'aller chercher Fleur de Marie et de la conduire chez Rodolphe. Chapitre 10. Espérance. Les premiers jours du printemps approchaient. Le soleil commençait à prendre un peu de force. Le ciel était pur, l'air tiède. Fleur de Marie, appuyée sur le bras de la louve, essayait ses forces en se promenant dans le jardin de la petite maison du docteur Griffon. La chaleur vivifiante du soleil et le mouvement de la promenade coloraient d'une teinte rosée les traits pâles et amaigris de la goualeuse. Ses vêtements de paysanne ayant été déchirés dans la précipitation des premiers secours qu'on lui avait donnés, elle portait une robe de mérinos d'un bleu foncé, faite en blouse, et seulement serrée autour de sa taille délicate et fine par une cordelière de laine. « Quel bon soleil !» dit-elle à la louve, en s'arrêtant au pied d'une charmille d'arbres verts exposés au midi et qui s'arrondissait autour d'un banc de pierre. « Voulez-vous que nous nous asseyions un moment ici, la louve ?»« Est-ce que vous avez besoin de me demander si je veux ?» répondit brusquement la femme de Martial, en haussant les épaules. Puis, ôtant de son cou un châle de bourre de soie, elle le ploya en 4, s'agenouilla, le posa sur le sable un peu humide de l'allée et dit à la goualeuse « Mettez vos pieds là-dessus. » Mais la louve dit Fleur de Marie, qui s'était aperçue trop tard du dessein de sa compagne pour l'empêcher de l'exécuter. « Mais la louve, vous allez abîmer votre châle. »« Pas tant de raison, la terre est fraîche, dit la louve. » Et prenant d'autorité les petits pieds de Fleur de Marie, elle les posa sur le châle. « Comme vous me gâtez, la louve. Vous ne le méritez guère, toujours à vous débattre contre ce que je veux faire pour votre bien. Vous n'êtes pas fatigué? Voilà une bonne demi-heure que nous marchons. Midi vient de sonner à Asnières. Je suis un peu lasse, mais je sens que cette promenade m'a fait du bien. Vous voyez, vous étiez lasse. Vous ne pouviez pas me demander plus tôt de vous asseoir. Ne me grondez pas, je ne m'apercevais pas de ma lassitude. C'est si bon de marcher quand on a été longtemps alité, de voir le soleil, les arbres, la campagne, quand on a cru ne les revoir jamais.
Le fait est que vous avez été dans un état désespéré durant 2 jours, pauvre goualeuse. Oui, on peut vous dire cela maintenant. On désespérait de vous. Et puis, figurez-vous, la louve, que me voyant sous l'eau, malgré moi, je me suis rappelé qu'une méchante femme, qui m'avait tourmenté quand j'étais petite, me menaçait toujours de me jeter aux poissons. Plus tard, elle avait encore voulu me noyer. Alors je me suis dit, je n'ai pas de bonheur, c'est une fatalité, je n'y échapperai pas. Pauvre goualeuse, ça a été votre dernière idée quand vous vous êtes crue perdue? Oh non, dit Fleur de Marie avec exaltation. Quand je me suis sentie mourir, ma dernière pensée a été pour celui que je regarde comme mon Dieu. De même, qu'en me sentant renaître, ma première pensée s'était levée vers lui. C'est plaisir de vous faire du bien à vous, vous n'oubliez pas. Oh non, c'est si bon de s'endormir avec sa reconnaissance et de s'éveiller avec elle. Aussi on se mettrait dans le feu pour vous. Bonne louve, tenez, je vous assure qu'une des causes qui me rendent heureuse de vivre, c'est l'espoir de vous porter bonheur, d'accomplir ma promesse. Vous savez, nos châteaux en Espagne de Saint-Lazare. Quant à cela, il y a du temps de reste. Vous voilà sur pied, j'ai fait mes frais, comme dit mon homme. Pourvu que monsieur le comte de Saint-Rémy me dise tantôt que le médecin me permet d'écrire à madame Georges. Elle doit être si inquiète. Et peut-être monsieur Rodolphe aussi, ajouta Fleur de Marie en baissant les yeux et en rougissant de nouveau à la pensée de son Dieu. Peut-être il me croit morte, comme le croient aussi ceux qui vous ont fait noyer, ma pauvre petite. Oh, les brigands! Vous supposez donc toujours que ce n'est pas un accident, la louve? Un accident? Oui, les Martial appellent ça des accidents. Quand je dis les Martial, c'est sans compter mon homme, car il n'est pas de la famille, lui. Pas plus que n'en seront jamais François et Amandine. Mais quel intérêt pourrait-on avoir à ma mort? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Personne ne me connaît. C'est égal, si les Martial sont assez scélérats pour noyer quelqu'un, ils ne sont pas assez bêtes pour le faire sans y avoir un intérêt. Quelques mots que la veuve a dits à mon homme dans la prison me le prouvent bien. Il a donc été voir sa mère, cette femme terrible? Oui, il n'y a plus d'espoir pour elle, ni pour Calebasse, ni pour Nicolas. On avait découvert bien des choses, mais ce gueux de Nicolas, dans l'espoir d'avoir la vie sauve, a dénoncé sa mère et sa sœur pour un autre assassinat. Ça fait qu'ils y passeront tous. L'avocat n'espère plus rien. Les gens de la justice disent qu'il faut un exemple. Ah, c'est affreux, presque toute une famille. Oui, à moins que Nicolas ne s'évade. Il est dans la même prison qu'un monstre de bandit appelé le squelette, qui machine un complot pour se sauver, lui et d'autres. C'est Nicolas qui a fait dire cela à Martial par un prisonnier sortant, car mon homme a été encore assez faible pour aller voir son gueux de frère à la force. Alors, encouragé par cette visite, ce misérable, que l'enfer confonde, a eu le front de faire dire à mon homme que d'un moment à l'autre il pourrait s'échapper et que Martial lui tienne prêt, chez le père Micou, de l'argent et des habits pour se déguiser. Votre Martial a si bon cœur tant que vous voudrez, la goualeuse, mais que le diable me brûle si je laisse mon homme aider un assassin qui a voulu le tuer. Martial ne dénoncera pas le complot d'évasion, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, maintenant que vous voilà en santé, la goualeuse, nous allons partir, moi, mon homme et les enfants, pour notre tour de France. Nous ne remettrons jamais les pieds à Paris. C'était bien assez pénible à Martial d'être appelé fils du guillotiné. Qu'est-ce que cela serait donc, lorsque mère, frère et sœur y auraient passé? Vous attendrez au moins que j'aie parlé de vous à monsieur Rodolphe si je le revois. Vous êtes revenu au bien. J'ai dit que je vous en ferais récompenser. Je veux tenir ma parole. Sans cela, comment m'acquitterais-je envers vous? Vous m'avez sauvé la vie, et pendant ma maladie, vous m'avez comblé de soins. Justement, maintenant, j'aurais l'air intéressé si je vous laissais demander quelque chose pour moi à vos protecteurs. Vous êtes sauvé. Je vous répète que j'ai fait mes frais.
Bonne louve, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui serez intéressée, c'est moi qui serai reconnaissante. Écoutez donc, dit tout d'un coup la louve en se levant. On dirait le bruit d'une voiture. Oui, oui, elle approche, tenez, la voilà, l'avez-vous vue passer devant la grille? Il y a une femme dedans. Oh mon Dieu, s'écria Fleur de Marie avec émotion. Il m'a semblé reconnaître. Qui donc? Une jeune et jolie dame que j'ai vue à Saint-Lazare et qui a été bien bonne pour moi. Elle sait donc que vous êtes ici? Je l'ignore, mais elle connaît la personne dont je vous parlais toujours, et qui, si elle le veut, et elle le voudra, je l'espère, pourra réaliser nos châteaux en Espagne de la prison, une place de garde-chasse pour mon homme, avec une cabane pour nous au milieu des bois, dit la louve en soupirant. Tout ça, c'est des féeries. C'est trop beau. Cela ne peut pas arriver. Un bruit de pas précipité se fit entendre derrière la charmille. François et Amandine, qui, grâce aux bontés du comte de Saint-Rémy, n'avaient pas quitté la louve, arrivèrent essoufflés en criant « La louve, voici une belle dame avec monsieur de Saint-Rémy. Il demande à voir tout de suite Fleur de Marie. » Je ne m'étais pas trompé, dit la goualeuse. Presque au même instant parut monsieur de Saint-Rémy, accompagné de madame d'Harville. À peine celle-ci eut-elle aperçu Fleur de Marie qu'elle s'écria en courant à elle et en la serrant tendrement dans ses bras. « Pauvre cher enfant, vous voilà, sauvé, sauvé miraculeusement d'une horrible mort. Avec quel bonheur je vous retrouve, moi qui, ainsi que vos amis, vous avez cru perdu, vous avez tant regretté. Je suis aussi bien heureuse de vous revoir, madame, car je n'ai jamais oublié vos bontés pour moi, dit Fleur de Marie, en répondant aux tendresses de madame d'Harville, avec une grâce et une modestie charmantes. Ah, vous ne savez pas quelle sera la surprise, la folle joie de vos amis, qui à cette heure vous pleurent si amèrement. Fleur de Marie, prenant par la main la louve, qui s'était retirée à l'écart, dit à madame d'Harville en la lui présentant: « Puisque mon salut est si cher à mes bienfaiteurs, permettez-moi de vous demander leur bonté pour ma compagne, qui m'a sauvé au risque de sa vie. Soyez tranquille, mon enfant, vos amis prouveront à la brave louve qu'ils savent que c'est à elle qu'ils doivent le bonheur de vous revoir. » La louve, rouge, confuse, n'osant ni répondre ni lever les yeux sur madame d'Harville, tant la présence d'une femme de cette dignité lui imposait, n'avait pu cacher son étonnement en entendant Clémence prononcer son nom. « Mais il n'y a pas un moment à perdre, reprit la marquise. Je meurs d'impatience de vous emmener, Fleur de Marie. J'ai apporté dans la voiture un châle, un manteau bien chaud. Venez, venez, mon enfant. » Puis, s'adressant au comte, « Serez-vous assez bon pour donner mon adresse à cette courageuse femme, afin qu'elle puisse demain faire ses adieux à Fleur de Marie? De la sorte, vous serez bien forcé de venir nous voir, ajouta madame d'Harville, en s'adressant à la louve. « Oh, madame, j'irai bien sûr, répondit celle-ci, puisque ce sera pour dire adieu à la goualeuse. J'aurais trop de chagrin de ne pouvoir pas l'embrasser encore une fois. » Quelques minutes après, madame d'Harville et la goualeuse étaient sur la route de Paris. Rodolphe, après avoir assisté à la mort de Jacques Ferrand, si terriblement puni de ses crimes, était rentré chez lui dans un accablement inexprimable. Ensuite, d'une longue et pénible nuit d'insomnie, il avait mandé près de lui sir Walter Murph pour confier à ce vieux et fidèle ami l'écrasante découverte de la veille au sujet de Fleur de Marie. Le digne squire fut atterré. Mieux que personne, il pouvait comprendre et partager l'immensité de la douleur du prince. Celui-ci, pâle, abattu, les yeux rougis par des larmes récentes, venait de faire à Murph cette poignante révélation. « Du courage, dit le squire, en essuyant ses yeux, car malgré son flegme, il avait aussi pleuré. « Oui, du courage, monseigneur, beaucoup de courage. Pas de vaine consolation. Ce chagrin doit être incurable. » « Tu as raison,
Ce que je ressentais hier n'est rien auprès de ce que je ressens aujourd'hui. Hier, monseigneur, vous éprouviez l'étourdissement de ce coup, mais sa réaction vous sera de jour en jour plus douloureuse. Ainsi donc, du courage. L'avenir est triste, bien triste. Et puis hier, le mépris et l'horreur que m'inspirait cette femme, mais que Dieu en ait pitié. Elle est à cette heure devant lui. Hier enfin, la surprise, la haine, l'effroi, tant de passions violentes refoulaient en moi ces élans de tendresse désespérée qu'à présent je ne contiens plus. À peine si je pouvais pleurer. Au moins maintenant, auprès de toi, je le peux. Tiens, tu vois, je suis sans force. Je suis lâche, pardonne-moi. Des larmes encore, toujours. Oh, mon enfant, mon pauvre enfant. Pleurez, pleurez, monseigneur. Hélas, la perte est irréparable. Et tant d'atroces misères à lui faire oublier, s'écria Rodolphe avec un accent déchirant. Après ce qu'elle a souffert, songe au sort qui l'attendait. Peut-être cette transition eût-elle été trop brusque pour cet infortuné, déjà si cruellement éprouvé. Oh non, non, va, si tu savais avec quel ménagement, avec quelle réserve je lui aurais appris sa naissance, comme je l'aurais doucement préparé à cette révélation. C'était si simple, si facile. Oh, s'il ne s'était agi que de cela, vois-tu, ajouta le prince avec un sourire navrant, j'aurais été bien tranquille et pas embarrassé. Me mettant à genoux devant cet enfant idolâtré, je lui aurais dit « Toi qui as été jusqu'ici si torturée, sois enfin heureuse. Et pour toujours heureuse, tu es ma fille. » Mais non, dit Rodolphe en se reprenant, non. Cela aurait été trop brusque, trop imprévu. Oui, je me serais donc bien contenu, et je lui aurais dit d'un air calme. Mon enfant, il faut que je vous apprenne une chose qui va bien vous étonner. Mon Dieu, oui, figurez-vous qu'on a retrouvé les traces de vos parents. Votre père existe, et votre père, c'est moi. Ici, le prince s'interrompit de nouveau. Non, non, c'est encore trop brusque, trop prompt. Mais ce n'est pas ma faute, cette révélation me vient tout de suite aux lèvres. C'est qu'il faut tant d'empire sur moi. Tu comprends, mon ami, tu comprends. Être là devant sa fille et se contraindre. Puis, se laissant emporter à un nouvel accès de désespoir, Rodolphe s'écria. Mais à quoi bon ces vaines paroles? Je n'aurai plus jamais rien à lui dire. Oh, ce que c'est affreux, affreux à penser, vois-tu. C'est de penser que j'ai eu ma fille près de moi, pendant tout un jour, oui, pendant ce jour à jamais maudit et sacré, où je l'ai conduite à la ferme. Ce jour où les trésors de son âme angélique se sont révélés à moi dans toute leur pureté. J'assistais au réveil de cette nature adorable, et rien dans mon cœur ne me disait « c'est ta fille ». Rien, rien. Ô aveugle, barbare, stupide que j'étais, je ne devinais pas. Oh, j'étais indigne d'être père. Mais, monseigneur, mais enfin, s'écria le prince, a-t-il dépendu de moi, oui ou non, de ne la jamais quitter? Pourquoi ne l'ai-je pas adoptée, moi qui pleurais tant ma fille? Pourquoi, au lieu d'envoyer cette malheureuse enfant chez madame Georges, ne l'ai-je pas gardée près de moi? Aujourd'hui, je n'aurais qu'à lui tendre les bras. Pourquoi n'ai-je pas fait cela? Pourquoi? Ah, parce qu'on ne fait jamais le bien qu'à demi. Parce qu'on apprécie les merveilles que lorsqu'elles ont fui et disparu pour toujours. Parce qu'au lieu d'élever tout de suite à sa véritable hauteur cette admirable jeune fille, qui, malgré la misère, l'abandon, était par l'esprit et par le cœur plus grande, plus noble peut-être, qu'elle ne le fut jamais devenue par les avantages de la naissance et de l'éducation. J'ai cru faire beaucoup pour elle, en la plaçant dans une ferme, auprès de bonnes gens, comme j'aurais fait pour la première mendiante intéressante qui se serait trouvée sur ma route. C'est ma faute, c'est ma faute. Si j'avais fait cela, elle ne serait pas morte. Oh, si je suis bien puni, je l'ai mérité, mauvais fils, mauvais père. Murph savait que de pareilles douleurs sont inconsolables.
Il se tut. Après un assez long silence, Rodolphe reprit d'une voix altérée. « Je ne resterai pas ici. Paris m'est odieux. Demain, je pars. »« Vous avez raison, monseigneur. Nous ferons un détour. Je m'arrêterai à la ferme de Bouqueval. J'irai m'enfermer quelques heures dans la chambre où ma fille a passé les seuls jours heureux de sa triste vie. Là, on recueillera avec religion tout ce qui reste d'elle. Les livres où elle commençait à lire, les cahiers où elle a écrit, les vêtements qu'elle a portés, tout, jusqu'aux meubles, jusqu'aux tentures de cette chambre, dont je rendrai moi-même un dessin exact. Et à Gerolstein, dans le parc réservé où j'ai fait élever un monument à la mémoire de mon père outragé, je ferai construire une petite maison où se trouvera cette chambre. Là, j'irai pleurer ma fille. De ces deux funèbres monuments, l'un me rappellera mon crime envers mon père, l'autre le châtiment qui m'a frappé dans mon enfant. » Après un nouveau silence, Rodolphe ajouta « Ainsi donc que tout soit prêt, demain matin. » Murph, voulant essayer de distraire un moment le prince de ses sinistres pensées, lui dit « Tout sera prêt, monseigneur. Seulement vous oubliez que demain devait avoir lieu à Bouqueval le mariage du fils de Madame Georges et de Rigolette. Non seulement vous avez assuré l'avenir de Germain et doté magnifiquement sa fiancée, mais vous leur avez promis d'assister à leur mariage comme témoins. Alors seulement, ils devaient savoir le nom de leur bienfaiteur. Il est vrai, j'ai promis cela. Ils sont à la ferme, et je ne puis y aller demain sans assister à cette fête. Et je l'avoue, je n'aurai pas ce courage. La vue du bonheur de ces jeunes gens calmerait peut-être un peu votre chagrin. Non, non, la douleur est solitaire et égoïste. Demain, tu iras m'excuser et me représenter auprès d'eux. Tu prieras Madame Georges de rassembler tout ce qui a appartenu à ma fille. On fera faire le dessin de sa chambre et on me l'enverra en Allemagne. Partirez-vous donc aussi, monseigneur, sans voir Madame la marquise d'Harville ? » Au souvenir de Clémence, Rodolphe tressaillit. Ce sincère amour vivait toujours en lui, ardent et profond. Mais dans ce moment, il était pour ainsi dire noyé sous le flot d'amertume dont son cœur était inondé. Par une contradiction bizarre, le prince sentait que la tendre affection de Madame d'Harville aurait pu seule l'aider à supporter le malheur qui le frappait, et il se reprochait cette pensée comme indigne de la rigidité de sa douleur paternelle. « Je partirai sans voir Madame d'Harville, » répondit Rodolphe. « Il y a peu de jours, je lui écrivais la peine que me causait la mort de Fleur de Marie. Quand elle saura que Fleur de Marie était ma fille, elle comprendra qu'il est de ces douleurs, ou plutôt de ces punitions fatales, qu'il faut avoir le courage de subir seul. Oui, seul, pour qu'elle soit expiatoire. Et elle est terrible, l'expiation que la fatalité m'impose, terrible, car elle commence, pour moi, à l'heure où le déclin de la vie commence aussi. » On frappa légèrement et discrètement à la porte du cabinet de Rodolphe, qui fit un mouvement d'impatience chagrine. Murph se leva et alla ouvrir. À travers la porte entrebâillée, un aide-de-camp du prince dit au squire quelques mots à voix basse. Celui-ci répondit par un signe de tête, et se tournant vers Rodolphe, « Monseigneur me permet-il de m'absenter un moment ? Quelqu'un veut me parler à l'instant même pour le service de votre Altesse royale. » « Va, » répondit le prince. À peine Murph fut-il parti que Rodolphe, cachant sa figure dans ses mains, poussa un long gémissement. « Oh » s'écria-t-il, « ce que je ressens m'épouvante. Mon âme déborde de fiel et de haine. La présence de mon meilleur ami me pèse. Le souvenir d'un noble et pur amour m'importune et me trouble. Et puis, cela est lâche et indigne, mais hier j'ai appris avec une joie barbare la mort de Sarah, de cette mère dénaturée qui a causé la perte de ma fille. Je me plais à retracer l'horrible agonie du monstre qui a fait tuer mon enfant. Oh, rage!
Je suis arrivé trop tard, s'écria-t-il en bondissant sur son fauteuil. Pourtant, hier, je ne souffrais pas cela, et hier comme aujourd'hui, je savais ma fille morte. Oh oui, mais je ne me disais pas ces mots qui désormais empoisonneront ma vie. J'ai vu ma fille, je lui ai parlé, j'ai admiré tout ce qu'il y avait d'adorable en elle. Oh, que de temps j'ai perdu à cette ferme. Quand je songe que je n'y suis allé que 3 fois, oui, pas plus, et je pouvais y aller tous les jours, voir ma fille tous les jours, que dis-je, la garder à jamais près de moi. Oh, tel sera mon supplice de me répéter cela toujours, toujours, et le malheureux trouvait une volupté cruelle à revenir à cette pensée désolante et sans issue, car le propre des grandes douleurs est de s'aviver incessamment par de terribles redites. Tout à coup, la porte du cabinet s'ouvrit, et Murph entra très pâle, si pâle que le prince se leva à demi et s'écria « Murph, qu'as-tu » ? « Rien, monseigneur. Tu es bien pâle pourtant. » « C'est l'étonnement. » « Quel étonnement ?» Madame d'Harville. « Madame d'Harville, grand Dieu, un nouveau malheur !» « Non, non, monseigneur, rassurez-vous, elle est là, dans le salon de service. »« Elle est ici ? Elle chez moi, c'est impossible. » Aussi, monseigneur, vous dis-je la surprise. Une telle démarche de sa part ? Mais qu'y a-t-il donc, au nom du ciel ? Je ne sais, mais je ne puis me rendre compte de ce que j'éprouve. Tu me caches quelque chose ? Sur l'honneur, monseigneur, sur l'honneur, non. Je ne sais que ce que madame la marquise m'a dit. Mais que t'a-t-elle dit ? Sir Walter, et sa voix était émue, mais son regard rayonnait de joie. Ma présence ici doit vous étonner beaucoup, mais il est certaines circonstances si impérieuses qu'elles laissent peu le temps de songer aux convenances. Priez son Altesse de m'accorder à l'instant quelques moments d'entretien en votre présence, car je sais que le prince n'a pas au monde de meilleur ami que vous. J'aurais pu lui demander de me faire la grâce de venir chez moi, mais c'eût été un retard d'1 heure peut-être, et le prince me saura gré de n'avoir pas retardé 1 minute cette entrevue, a-t-elle ajouté avec une expression qui m'a fait tressaillir. Mais, dit Rodolphe d'une voix altérée, et devenant plus pâle encore que Murph, je ne devine pas la cause de ton trouble, de ton émotion, de ta pâleur. Il y a autre chose. Cette entrevue, sur l'honneur, je ne sais rien de plus. Ces seuls mots de la marquise m'ont bouleversé. Pourquoi, je l'ignore. Mais vous-même, vous êtes bien pâle, monseigneur. Moi, dit Rodolphe en s'appuyant sur son fauteuil, car il sentait ses genoux se dérober sous lui. Je vous dis, monseigneur, que vous êtes aussi bouleversé que moi. Qu'avez-vous ? Dussé-je mourir sous le coup ? Prie madame d'Harville d'entrer, s'écria le prince. Par une sympathie étrange, la visite si inattendue, si extraordinaire de madame d'Harville avait éveillé chez Murph et chez Rodolphe une même vague et folle espérance. Mais cet espoir leur semblait si insensé que ni l'un ni l'autre n'avait voulu se l'avouer. Madame d'Harville, suivie de Murph, entra dans le cabinet du prince.